Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un décor incomplet d'une ville de province au XIXe siècle. Historiquement, Nice ne peut être considérée comme une ville ayant de fortes traditions musicales. Ce n'est qu'au cours du XIXe et au XXe siècle que, la mode attirant de riches étrangers, des artistes venus dans leur sillage ont commencé à fréquenter la région et qu'une vie musicale s'est développée. Les noms de compositeurs célèbres qui y passent sont nombreux, mais pour eux, la villégiature importe plus que l'intégration dans la vie locale. Certains, comme Berlioz ou Félicien David, font simplement étape au cours de leur voyage et l'interrompent un instant, saisis par la beauté du lieu. D'autres arrivent parce qu'on joue une de leurs œuvres. Quelques-uns viennent plus longuement, voire définitivement, finir leur jour sur la côte. 1831, Hector Berlioz passe par 2 fois à Nice. Il y écrit les ouvertures de Rob Roy et du Roi Lear, et dira plus tard qu'il y a passé les 20 plus beaux jours de sa vie. Il reviendra en 1844 et en 1868, et y écrira encore l'ouverture de la Tour de Nice qui deviendra le Corsaire en 1855. 1835, Félicien David fuit la répression contre les Saint-Simoniens et s'arrête à Nice sur la route du Moyen-Orient. 1839, répondant à l'invitation du comte de Cessol, Niccolò Paganini s'installe à Nice, où il mourra un an plus tard. 1842, Louis Maillard, auteur des Dragons de Villars, séjourne dans la ville. 1855, passage de Rossini qui reviendra en 1868. En 1855, puis en 1857, Giuseppe Verdi, dont les œuvres sont très appréciées, vient par 2 fois. En 1856, Franz Liszt y séjourne. 1858, Giacomo Meyerbeer vient pour un premier séjour. Ses opéras sont fréquemment programmés et il reviendra encore. 1860, rattachement de Nice à la France. Pour accueillir l'empereur Napoléon III, le 12 septembre, l'orchestre du bal impérial engage Johann Strauss, qui a déjà écrit Souvenir de Nizza en 1857. En 1862, Jacques Fromental à Lévis meurt à 63 ans de tuberculose à Nice où il s'était établi pour tenter de se soigner. 1863, Jules Massenet vient se recueillir sur la tombe de son père. Il reviendra régulièrement à partir de 1870, avant de s'installer à Monte-Carlo. Il compose sur place Cendrillon et Le Jongleur de Notre-Dame, et ces 2 villes se partageront la création de 6 de ses opéras. Il participe également aux activités musicales du Cercle L'Artistique. 1866, première venue d'Offenbach à l'occasion de la représentation de La Belle Hélène. Il reviendra en 1867, 69 et 70. 1870 à 71, passage de Tchaïkovski qui introduit dans son humoresque opus 10-2, la mélodie semplissima espressivo de la chanson populaire niçoise L'Urucigno que voilà. 1881 est marqué par un des nombreux séjours de Saint-Saëns qui aime le Sud et vient souvent à Monte-Carlo. 1888, Ambroise Thomas y dirige Hamlet. 1893, Ernest Reyer vient pour la première fois. On le joue souvent à l'opéra, Sigurd en 1893, Salammbô en 1900. Ce Marseillais décédera au Lavandou en 1909. 1895, atteint de tuberculose, Benjamin Godard meurt à Cannes où il s'est retiré 3 ans plus tôt. 1905 puis 1907. On note la venue de Xavier Leroux et les passages de Gabriel Fauré et de Camille Saint-Saëns qui y entend le très jeune pianiste Mieczysław Borowski, 1892 à 1993. Je l'entendrai en récital, au Palais de la Méditerranée, 50 ans plus tard. Son frère se fixera à Nice et francisera son nom. 1906. Puccini vient pour y entendre Manon Lescaut au Casino. 1909. Jean Noguès, compositeur de Quo Vadis, dirige à l'opéra. 1915. Le violoniste napolitain Alfred D'Ambrosio s'installe à Nice où il fonde un quatuor à cordes qui, après son départ pour le Conservatoire de Paris, deviendra le Quatuor Bistesi. Toute son œuvre est écrite à Nice. Cette même année, on crée L'Amour sorcier de Manuel de Falla au Palais de la Jetée. Signalons également 2 opéras du chef d'orchestre Albert Wolff, dont Le Marchand de Masques en 1914.
Il deviendra en 1930 l'éphémère directeur de la musique du Palais de la Méditerranée, nouvellement construit. 1924. Igor Stravinsky s'installe temporairement à Nice. 1926. Première de la corrida, épisode dramatique de Nicolas Boborikine à l'opéra. Pour compléter, il faut rappeler l'importance des salons, en commençant par cette importation anglaise. Le Cercle et en particulier le Cercle Philharmonique fondé en 1826 par le comte de Cessol. Suivent en 1861 le Cercle Masséna, et en 1871 le Cercle International, qui prit le nom de Méditerranéen en 1972. En 1881, on peut entendre la première niçoise de Lohengrin, dans la salle de concert construite dans le château Valrose par le baron von der Wies sous la houlette de la cantatrice Sophie Cruvelli devenue vicomtesse Vigier. C'est là qu'on découvre également en 1879 la vie pour le tsar de Glinka. À l'origine de soirées de musique de chambre, il y a les frères Antoine et Raymond Gauthier qui, rue Papacino dans les années 1890, réunissent une riche collection d'instruments, aujourd'hui exposés au Palais Lascari et possèdent une importante bibliothèque musicale. Citons encore les salons de Mesdames Rimsky-Korsakov, projet, polonais. Le Cercle L'Artistique, fondé en 1895, s'installe en 1910 à son emplacement actuel, boulevard du Bouchage et reçoit interprètes et compositeurs au milieu de fêtes, d'expositions et de conférences. La première salle de spectacle recensée date de 1776. Le théâtre Macarani, à l'emplacement de l'actuel opéra, devient en 1790 théâtre royal puis, de 1792 à 1815 théâtre de la Montagne. En 1826, la ville l'achète et on inaugure en 1828 le Grand Théâtre, sur le modèle du San Carlo de Naples. Son essor artistique a lieu après le rattachement du comté à la France, sous le nom de Théâtre impérial, de 1860 à 70, puis de Théâtre municipal. Il brûle en 1881, et on ouvre en 1885 l'actuel opéra qui, pendant 4 ans, donne des saisons italiennes puis inaugure ses saisons françaises en 1888 avec la Juive de Halévy. Un nouvel élan a été pris avec la venue de Raoul Gainsbourg comme directeur. À partir de cette date et même après le départ de Gainsbourg pour Monte-Carlo, l'opéra présente des saisons internationales particulièrement brillantes. La salle du théâtre de l'Opéra offrait 1500 places, tout comme le casino municipal inauguré en 1884, la même année que la Tour Eiffel. Le casino est démoli en 1979, comme l'Eldorado qui offrait des spectacles de cirque et de music-hall à ses 2000 spectateurs, comme ont disparu le Trianon, théâtre de comédie et ses 1000 places, les théâtres des variétés, opérettes, Risso, prose, du cirque, des Capucines, théâtre de boulevard, de la Renaissance, café-concert, Ségurane, théâtre populaire, l'opéra comique de la rue de Loy, Olympia, opérette, le Politeama, opéra italien, le Palais Donadei et surtout le Palais de la Jetée, concert, opéra, ouvert en 1885 et dont l'orchestre était dirigé par Hervasio. Le théâtre français des frères Cortellazzo, à l'emplacement des actuelles Galeries Lafayette, était spécialisé dans l'opéra comique et l'opérette. Il y avait également des lieux de moindre dimension, la salle Sans-Peur, ex-salle Bellet ou salle Le Grêle, le nouveau casino. Plus tard, tandis que certaines salles disparaissent, d'autres, de moins en moins nombreuses il est vrai car elles sont remplacées par des cinémas, prennent la relève. C'est le cas de l'Artistique, boulevard du Bouchage, actuel musée de la photographie, et surtout du Palais de la Méditerranée qui, inauguré en 1929, brûle en 1933 pour ouvrir l'année suivante. Liquidé en 1978 puis récemment massacré, seule sa façade de style art déco subsiste et dissimule un casino et un hôtel. En 1922, 17 cinémas et 30 cafés ont chacun un orchestre et les relevés de l'annuaire des musiciens de l'année indiquent qu'il y a 42 compositeurs et chefs d'orchestre qui résident et travaillent, 38 artistes lyriques et professeurs de chant et entre autres, 117 pianistes et professeurs de piano et 76 violonistes. Enfin rien moins que 11 sociétés musicales, un journal musical, plusieurs magasins de location de partitions et des éditeurs de musique, donnent une idée de la vitalité de la vie musicale d'une ville qui n'a à l'époque que 142 940 habitants. Elle comprend aussi de véritables lignées de musiciens comme les Bistesi, Quattrocchi, Marchesini.
Les premiers compositeurs niçois sont d'ailleurs des adeptes d'une musique de brasserie, d'opérette, de chansons, comme les frères Relio Attilius et Raoul Louis Cortellazzo, également éditeurs, tous deux tués pendant la Grande Guerre. Après eux, il y aura l'éditeur et chansonnier niçois Georges Delrieux, 1905 à 1966, et à Marseille puis à Paris, César Fantapié, compositeur et chef d'orchestre du Coursal, l'éducation musicale n'est pas en reste, et de 1916 à 1939, Adeline Bellet dirige le conservatoire qu'elle a créé. Sur le plan touristique, le XXe siècle a vu s'étendre l'attrait de la Côte d'Azur à l'étranger. Russes blancs réfugiés après la Révolution, Britanniques qui suivent les lieux de promenade de l'âne de la reine Victoria, constituent le contingent le plus important de visiteurs, dont certains s'établissent définitivement. Ils sont rejoints par les Américains d'avant la dépression, et pas seulement par ceux de la génération perdue. À partir de 1930, arrivent les intellectuels allemands anti-nazis et les Juifs qui fuient l'Allemagne et s'installent entre Marseille et Nice, avec un point de fixation à Sanary dont l'Office de tourisme comptabilise 36 noms d'intellectuels émigrés. C'est là qu'on rencontre Léon Feuchtwanger, l'Alsacien René Schickel, la famille Mann au grand complet. Heinrich avait ses habitudes à Nice depuis 1908 et Klaus Maura à Cannes en 1949. Bertolt Brecht y écrit les 2 versions de l'opéra de Katsu en 1928 et en 1933 Franz Werfel est accompagné de l'impossible Alma Mahler. On retrouve aussi le peintre polonais Seifert et Karl Moll, Franz Hessel, le héros de Jules et Jim, Arthur Koestler, Aldous Huxley. Ils s'éparpilleront en 1940, souvent après un passage dans les camps d'internement français. Les plus chanceux trouveront refuge aux USA ou en Suisse. Quelques-uns se cacheront ailleurs en France, les moins heureux ne survivront pas, comme probablement Max Bertucci, agent des éditions musicales Weinberger. Dans son ouvrage Amer Azur, Manfred Pflug cite le dramaturge et poète autrichien Franz Theodor Gsokor qui, dans une lettre de 1934, vraisemblablement écrite au Café Mono, sous les arcades de l'ancien casino municipal, place Masséna, décrit l'atmosphère à Nice. Très chère Lina, je t'écris du café littéraire de Nice, l'équivalent de notre Ehrenhof à Vienne. Ce ne sont pas des écrivains français qui sirotent leur Pernod ou leur fine assis aux tables de marbre, mais des émigrés allemands comme nous en connaissons à Vienne depuis 1933. Les rats pénètrent sur le navire qui chavire, commentait de son côté Karl Kraus, mais ici on n'a affaire ni à des rats ni à des petites gens, on se trouve face aux grands noms de notre métier. Des écrivains donc, des peintres mais peu de compositeurs, sinon ceux qui ont vécu et travaillé à Nice, Henri Nibel par exemple, né à Briare en 1883, organiste de Saint-Vincent-de-Paul puis de Saint-François-de-Sales à Paris, retiré à Nice en 1959 où il est mort en 1966, le chanoine Henri Carole, Montpellier 1910 Monaco 1984, à Monaco où le grand organiste René Sorgin, 1928 à 2015, lui succédera, l'abbé Roux, organiste de la cathédrale Sainte-Réparate en 1910 puis maître de chapelle en 1924, laissera la place en 1961 à l'abbé Bernard Navarre, mort en 2003. Dans les années 30, on peut noter à Nice 4 types de compositeurs. Les enfants du pays. Ils sont rares et ne restent pas car pour les plus talentueux tout se passe à Paris, les études supérieures et les débouchés professionnels étant inexistants à Nice. C'est le cas des 2 les plus célèbres. Maurice Jaubert, 1900 à 1940, et Eugène Bozza, 1905 à 1991. À leur côté, il y a des compositeurs plus obscurs et oubliés comme Jean Antiga, Mario Vittoria qui enseigna la composition au Conservatoire de Nice ou César Fantapié qui fit carrière dans le music-hall à Marseille puis à Paris, avant de retourner finir ses jours en 1969 à Nice. Après-guerre, d'autres ont suivi le chemin de Paris comme Pierrette Marie, née en 1929, Christian Manen, né en 1934, Alain Fourchotte, né en 1943 ou moi-même. Nous quittons Nice pour poursuivre nos études et mener une vie professionnelle dans la capitale. Les immigrants définitifs. Ce n'est pas la vie musicale qui les attire, mais plutôt la qualité de vie ou de simples raisons familiales. Pour faire jouer leurs œuvres, ils doivent compter sur leur relation avec le monde musical extérieur. 3 noms me viennent à l'esprit. Eleuthère Lovrelio 1900 à 1972 et Armaloni 1884 à 1969,
tandis que l'organiste Albert Riboulet, 1984 à 1963, est venu après la Grande Guerre où il avait perdu une jambe. Les chefs d'orchestre que leur engagement professionnel conduit à diriger à Monte-Carlo ou à Nice, comme Henri Tomasi, 1901 à 1971, Corse de Marseille qui dirige à l'Opéra de Monte-Carlo, Charles Boizard, chef de l'opéra en 1931 puis après-guerre, qui partagea sa vie entre l'Algérie, la Tunisie, Monte-Carlo et Nice, où il mourra en 1950. Compositeur et chef des ballets russes à Monte-Carlo, Marc César Scotto, 1888 à 1950, sera mon premier professeur de direction d'orchestre à l'Académie Régnier III de Monaco. Il n'a aucun lien de parenté avec Vincent Scotto. Assimilable à des hirondelles, les plus nombreux ne s'intéressent pas spécialement à Nice, ni toujours à la vie musicale locale, mais ils essaiment sur toute la côte, de Menton à Marseille, avec une préférence pour la fréquentation des villas des riches mécènes de l'époque ou des pensions de familles tranquilles. Parmi eux, il y a ceux qui s'installent provisoirement comme Bohuslav Martinou, 1890 à 1959, ou Maurice Journeau, 1898 à 1999, ceux qui viennent goûter le climat comme Lévi Madetoya, 1887 à 1947, qui réside à Cagnes-sur-Mer. Il y a enfin, dans les bagages des ballets russes ou suédois, avec les Beaumont ou Noailles, Igor Stravinsky, 1882 à 1971, et les membres du groupe des Six. Nice s'est avéré incapable de retenir ses enfants les plus doués. Une situation qui s'éternisera et perdurera à l'époque de mes études, dans les années 50. Il n'était alors de salut qu'à Paris. Les deux premiers compositeurs qui vont vite comprendre que la ville ne peut leur offrir les moyens de leurs ambitions, et seront les premiers à la quitter, sont quasiment contemporains. Il y a d'abord Maurice Jaubert, un premier modèle dans ma jeunesse. Ma grand-tante, professeure de piano et directrice de l'Institut Blanche de Castille, spécialisée dans l'accueil des jeunes filles de l'aristocratie internationale, me parlait parfois du petit Jaubert, qui naît le 3 janvier 1900 et effectue ses études au lycée Masséna et au Conservatoire de Nice tout nouvellement créé. Il y remporte un premier prix de piano en 1916, part aussitôt pour Paris y poursuivre des études de droit et revient à Nice en 1919, plus jeune avocat de France. De retour à Paris, après son service militaire, il étudie avec Albert Gros, un compositeur d'indistes membre de la Société nationale de musique, et travaille chez Pleyel pour l'enregistrement de rouleaux destinés au Pleyela. Ses œuvres de cette époque sont bien oubliées mais montrent son intérêt pour la voix et la scène. En 1925, c'est Le magicien prodigieux de Calderon, en 1927 Elpenor de Giraudoux et Contrebande, un opéra de chambre. Le cinéma sonore naissant l'accapare alors et à partir de 1929, il entame une véritable carrière de compositeur de musique de film qui le fait côtoyer Jean Painlevé, Jean Vigo avec l'inoubliable Atalante, Cavalcanti, les frères Prévert, René Clair, 14 juillet et le dernier milliardaire, Julien Duvivier, Carnet de bal et la fin du jour, Marcel Carnet, Drôle de drame, Hôtel du Nord, Quai des Brumes, Le jour se lève. Cet intérêt qui fait de lui, avec Shostakovich et avant Honegger, un des premiers et des plus importants compositeurs de musique de film de la période d'avant-guerre, lui sert aussi de laboratoire. Dirigeant lui-même ses œuvres, il commence ainsi une carrière de chef d'orchestre. Parallèlement, il écrit également des ouvrages pour le concert, même s'il pense qu'il pourra, plus tard, se consacrer plus complètement à ce type de répertoire. De 1931 à 1939, Après le jour, sur un livret de Jules Supervielle, créé sous la direction de Pierre Monteux et repris à l'Opéra de Paris, Jaubert écrit des cycles de mélodies comme L'eau vive, chant de métier de la Haute-Provence sur des poèmes de Jean Giono. Le chef d'orchestre français Vladimir Goldsman, nommé à Saint-Louis, USA, crée sa suite française en 1932. En 1934, c'est la musique de scène de Tessa et en 1935, celle de la guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Pour orchestre à cordes, il écrit des intermèdes et une sonata à Dieu en 1936, deux œuvres que j'ai aimé diriger. Il conduit lui-même la première de sa Jeanne d'Arc sur un texte de Peggy, et Charles Munch crée la cantate pour le temps pascal en 1938. Parallèlement, il s'engage dans son époque. Catholique social, il rencontre Emmanuel Mounier et collabore à la revue Esprit dès sa création. Il participe aussi à l'aventure du mouvement Octobre,
défend Cœur de Veil exilé à Paris de 1933 à 1935 et prend position contre Franco en Espagne. Mobilisé en 1939, il reviendra brièvement par 2 fois à Nice, composera ses 2 dernières œuvres sur le front, 3 psaumes pour le temps de guerre et saisir sur des poèmes de Jules Supervielle et sera tué le 19 juin 1940. Après sa mort, son œuvre de concert sera complètement oubliée. François Truffaut l'évoquera et accrochera sa photo sur un mur de la Chambre verte. Il utilisera sa musique pour ce film, ainsi que pour Adèle H, L'argent de poche et L'homme qui aimait les femmes. Son style est typiquement français, mais hors des courants principaux de l'époque. On y trouve toutefois une tentation néoclassique qui s'enrichit d'un humour proche de celui des musiciens du groupe des Six, mais avec une force qui fait plutôt penser à Arthur Honegger et qui se rapproche du style de la musique des compositeurs du groupe Jeune France. La carrière d'Eugène Bozza a été bien différente de celle de Jobert. Né à Nice en 1905 dans une famille mixte franco-italienne, il fera souvent référence à ses origines niçoises même s'il s'installe dans le nord de la France. Violoniste, il rejoint le Conservatoire de Paris où il obtient son prix en 1923. Il se fait encore appeler Eugenio quand il compose ses premières œuvres et se consacre à la seule composition et à la direction d'orchestre à partir de 1930. Dans ce but, il retourne au Conservatoire de Paris et obtient le premier Grand Prix de Rome en 1931. Il sera pensionnaire à la Villa Médicis jusqu'en 1936. En 1939, il est nommé chef à l'Opéra-Comique et en 1950, directeur du Conservatoire de Valenciennes, où il restera jusqu'à sa mort en 1991. C'est là qu'il écrira la majorité de son œuvre, et en particulier de nombreuses pièces pour les classes instrumentales. Comme Jobert, Bozza est bien oublié aujourd'hui des mélomanes et des programmes de concerts, mais pas des musiciens qui, dans le monde entier, jouent ses œuvres instrumentales au cours de leurs études et parfois en concert. Les instrumentistes avant trouvent dans l'œuvre de ce violoniste un très grand nombre de pièces virtuoses et plaisantes, qui enrichissent un répertoire parfois négligé par les compositeurs et par les éditeurs. Je me souviens. J'ai eu l'occasion de diriger son concerto pour clarinette en Colombie, malgré un éditeur peu soucieux de mettre à disposition ses partitions. Il fallut en effet de la constance pour le jouer. La veille du concert, les partitions n'étaient pas arrivées, et nous n'avions pas encore répété cette œuvre d'autant plus délicate que son style très français était loin du répertoire habituel de l'orchestre. En désespoir de cause, nous avons demandé aux étudiants de l'université de la ville de bien vouloir établir sur le champ un nouveau matériel avec un traitement de texte musical, ce qui fut fait à temps pour pouvoir le répéter une fois. Ironie de la situation, le matériel arriva au théâtre 1 heure avant le concert. Nous utilisâmes notre matériel et en vérifiant quelques détails pendant l'entracte du concert, je m'aperçus que les partitions reçues, mal copiées et en très mauvais état de conservation, comportaient des fautes que les étudiants n'avaient pas commises dans leur copie. À mon retour en France, je pris contact avec l'éditeur que je connaissais personnellement, pour lui signaler les erreurs et mettre à sa disposition le nouveau matériel qui était plus fiable que le sien. Fut-il vexé par le fiasco de ses services de location, ou par le ton de ma lettre ? Il ne se donna même pas la peine de répondre et se contenta de récupérer son matériel avec le chèque de la location. Sachez donc que je possède un matériel B qui est à la disposition de celui qui aurait peur de subir la même mésaventure. Si Jobert et Bozza ont quitté Nice, ils ont été remplacés par 2 immigrants qui sont arrivés, l'un du nord et l'autre du sud. Le finlandais Armaloni et le napolitain Eleuterio Lovrelio. J'ai étudié leurs carrières respectives dans des articles et colloques divers. Eleuterio Lovrelio est issu d'une famille de musiciens napolitains et quelques œuvres de son grand-père, le flûtiste Donato Lovrelio, sont encore jouées et enregistrées. Diplômé du Conservatoire de Naples en 1916, Eleuterio, après un court passage comme violoniste dans l'orchestre de Toscanini à la Scala de Milan, rejoint en 1919 sa famille qui a émigré à Nice. Suit une période agitée de voyages, concerts et mésaventures diverses qui vont le conduire à Paris puis en Extrême-Orient. Parallèlement à la composition, il dirige beaucoup, en Italie et bien sûr à Nice. Il est également joué. Ses opéras Romulus et Rémus, devenus I Figli di Marte et Stratonis, sont donnés en Italie et en France et radiodiffusés par l'Arrêt,
la BBC et Radio Lausanne. Il reçoit des commandes et il est joué à Nice et Monte-Carlo, par Eugène Bigot à Paris et Vladimir Golchman aux États-Unis. Il est mis au répertoire de l'Orchestre national, des associations parisiennes, de la Radio nationale, de l'Orchestre de Radio Nice et de nombreuses radios européennes. Son dernier ballet King SSE est créé à l'Opéra de Nice en 1973 et a été repris en 1975. Si Lovrelio est un compositeur qui au moins jusqu'aux années de guerre est joué, reconnu, apprécié, ce n'est pas par ses origines et son inspiration un compositeur niçois, mais un cosmopolite qui s'intéresse à toutes les musiques et toutes les cultures, jouant à la fois sur l'exotisme qui est encore à la mode dans les années 30 et un langage dont la référence est celle du debussisme. C'est peut-être là qu'il faut voir la raison de l'ombre qui recouvre son œuvre après-guerre. Ses interprètes principaux, âgés ou disparus, partent les uns après les autres, tandis que le langage musical se renouvelle brutalement, effaçant toute trace des derniers reflets debussistes. Son implication dans la vie musicale niçoise est certaine. Il fréquente les musiciens, fait partie de jurys locaux comme celui du concours national de violon Gilles Greven, et je me souviens qu'il participait au jury de mes examens de clarinette en fin d'année au conservatoire. Aujourd'hui, son œuvre refait timidement surface et l'on rejoue et enregistre certaines pièces de musique de chambre et instrumentale. Le cas d'Armas Loni est plus particulier. Arrivé inconnu à Nice en 1930 pour des raisons familiales et non musicales, il va garder le reste de sa vie un pied dans la vie niçoise et un autre à l'extérieur, situation inconfortable qui rendit plus difficile ses relations avec son pays natal, la Finlande, qu'il a quitté malgré le succès de ses œuvres lyriques de jeunesse. À Nice, il se lie avec des journalistes, il était lui-même correspondant de presse finlandais en France et des écrivains comme Pierre Rocher, des hommes de théâtre niçards comme Francis Gag. Il soumet même une chanson de carnaval qui ne fut pas retenue, mais reste un peu en marge de toute la vie musicale, qu'elle soit niçoise, française ou finlandaise. Quelques noms se croisent avec ceux que nous avons rencontrés pour Lovrelio. Gilles Greven, violon solo de l'Orchestre de Radio Nice, joue quelques-unes de ses transcriptions et sera même, par son intermédiaire, invité en Finlande, où il ne jouera pas de Loni. Charles Boisard, chef d'orchestre, dont on ne sait plus grand-chose, dirige en 1936 l'opéra Que lire faut à Radio Nice et après-guerre à Radio Monte-Carlo à la place d'Henri Tomasi, qui en avait dirigé la première française sur scène au Palais de la Méditerranée. Mis à part la création parisienne radiodiffusée d'extraits de l'opéra Géoudite, sous la direction d'Eugène Bigot en 1954, Loni n'a guère eu de succès dans ses tentatives pour faire jouer ses autres opéras, ni à Nice où je n'ai pas retrouvé d'autres contacts que ceux évoqués plus haut, ni à Paris, à l'opéra ou à la radio. Il n'a pas eu plus de succès auprès des ambassades finlandaises en Europe auxquelles il demande de l'aide, ni même en Finlande, où l'on se contente de rediffuser l'enregistrement de Radio Monte-Carlo. Depuis son arrivée à Nice, il semble, plus ou moins involontairement, s'être mis en marge du monde musical actif, une situation que les années de guerre ne pouvaient qu'accentuer. Aujourd'hui, tous témoins disparus, il est difficile d'en comprendre les raisons exactes, même si on peut supposer que, par son attitude intransigeante, il en a été autant responsable que le contexte de l'époque. Le style musical de Loni n'a pas de connotation nationale. Voyageur comme Lovrelio, il utilise dans ses opéras des tournures qui se rapprochent du pays dans lequel se déroule l'action et dans ce sens, l'exotisme joue un rôle qu'on peut rapprocher du folklorisme apparent du niçois Bozza. C'est notamment le cas dans Aslak Etta, opéra Lapon, et dans Géoudite, drame biblique qui se passe en Égypte. Sa musique appartient à son monde propre, qu'il écrive en utilisant un langage modal ou emploie un chromatisme né de mélodies contournées, comme on le découvre dans sa suite nordique, transcription de pièces d'origines diverses qui montrent qu'un même thème pouvait servir à des finalités fort différentes. Il a d'ailleurs peu écrit en dehors de ses opéras, et son œuvre instrumentale est réduite. Albert Ribollet est né à Lyon la même année que Loni. Comme lui, il est venu à Nice où il s'est plu au point de vouloir y rester. Cela s'est passé en 1913 quand ce jeune organiste fraîchement émoulu du Conservatoire de Paris est venu inaugurer l'orgue du casino municipal. Mobilisé, il perd une jambe en 1915 et revient à Nice où il sera pendant 50 ans l'organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Réparate.
Il crée la classe d'orgue du conservatoire ainsi que les classes de fugue et de composition, puis il succédera à Ismaël Michalon comme directeur de 1947 à 1954. Remarquable improvisateur, il laisse 12 symphonies, de la musique de chambre, 3 messes et des motets, des pièces d'orgue et des mélodies. Il meurt en 1963. L'allée centrale du jardin du monastère de Cimiez porte son nom, depuis 2001. Mais il n'est pratiquement plus du tout joué. 2 autres compositeurs sont reliés à Loni et à Lovreglio. Henri Tomasi parce qu'il les a dirigés tous deux, et Bohuslav Martinu, parce qu'il a fréquenté Lovreglio qui l'a aidé à mettre en musique la langue italienne de son opéra Mirandolina. On verra que Maurice Journeau partage leur amitié musicale avec le violoniste Gilles Greven. Henri Tomasi, 1901-1971, est un Corse de Marseille qui, comme Loni ou Lovreglio, habitait un pays imaginaire qui partait d'Extrême-Orient pour rejoindre l'Espagne en passant par l'Afrique. Homme de son temps, de vaste culture, humaniste actif, il fit une carrière de chef d'orchestre à Marseille, Monte-Carlo et à l'Opéra-Comique de Paris et écrivit une centaine d'ouvrages. Tout comme les autres compositeurs que j'évoque, c'est un indépendant au fort tempérament et si Darius Milhaud est le plus provençal de nos compositeurs, Tomasi est certainement le plus méditerranéen. La Méditerranée et sa lumière, ses couleurs, c'est cela pour moi la joie parfaite. La musique qui ne vient pas du cœur n'est pas de la musique. Je suis resté un mélodiste. Chef d'orchestre, il dirigea la première française scénique de Queulirfaux de Loni au Palais de la Méditerranée en 1940, mais refusera, pour des raisons d'ordre financier, d'en assurer la reprise radiophonique à Radio Monte-Carlo, après-guerre, alors que de 1946 à 1947 il est directeur musical de l'orchestre de Monte-Carlo. C'est Charles Boizard qui le remplacera. Après des études au Conservatoire de Marseille, il part à Paris étudier la composition et la direction d'orchestre. Ses premières œuvres s'inspirent de la Provence, de la Méditerranée, de la Corse, une inspiration qui, de folkloriste, va tendre au mysticisme avec ses principaux ouvrages de l'après-guerre, les opéras Don Juan Manara d'après Milos, San Piero Corso, Le silence de la mer, puis le Requiem pour la paix, le ballet Noces de cendre et ses œuvres engagées que sont le chant pour le Vietnam, la symphonie du tiers-monde et Retour à Tipaza. Un tel choix de sujet va jouer contre lui en ces temps difficiles où la politique n'aime, toujours, pas que la musique se mêle de ce qui ne la regarde pas. Également compositeur de nombreuses œuvres instrumentales, dont un concerto pour trompette et un autre pour trombone qui font toujours les délices des solistes partout dans le monde, il puise aux sources des musiques traditionnelles une inspiration qui rejoint celle de Bozza. Maurice Journeau est un cas particulier. Né en 1898 à Biarritz, mort en 1999, il est venu à Nice en 1925 quand il a pris la direction de l'hôtel Windsor. Il quittera définitivement la ville en 1936. C'est un compositeur indépendant qui avait poursuivi à Paris des études musicales avec Max Dolonne et Nadia Boulanger. Il semble avoir lui aussi bien connu le violoniste Gilles Greven, qui est bien le trait d'union entre la plupart des compositeurs qui nous intéressent. Compositeur à ses heures perdues, à la manière de Jean Crass, il est joué à Paris, notamment par le Quatuor Bozza, et il a principalement écrit de la musique de chambre et pour piano. Né en Bohême en 1890, fils d'un sonneur de cloche de la ville, Bohuslav Martinu entreprend des études musicales en autodidacte avant de rencontrer Albert Roussel à Paris. Nice et Paris seront ses ports d'attache pendant 17 ans. C'est à Paris qu'il crée avec Marcel Mialovici, Alexandre Tansman, Alexandre Tcherpnin et Tibor Arsani, l'école de Paris, réunissant des musiciens originaires d'Europe centrale, émigrés en France. C'est dans les années 30 qu'il obtient une reconnaissance internationale, notamment avec la création de son opéra Juliette ou La Clé des songes, 1938. Exilé aux États-Unis pendant la guerre, il revient en Europe et ne pouvant rentrer dans son pays, se fixe à Nice en 1953 partageant son temps entre Nice et Listal, en Suisse, où il mourra en 1959. De tous les compositeurs dont nous parlons, c'est certainement celui dont l'œuvre, par son importance quantitative, il a écrit quelque 387 ouvrages et qualitative, est la plus remarquable. Diffusée dans le monde entier, elle ne pénètre toujours pas le pays où il a vécu le plus longtemps, le nôtre.
Pourtant son style qui emprunte à des sources très différentes est propre à convenir à bien des goûts. La musique de sa bohème natale et celle de Debussy sont les sources premières, mais le néoclassicisme et le surréalisme vont vite intervenir, tout comme son goût pour la vie et le jaillissement du rythme et de la mélodie. Je reviendrai sur la disparition des archives sonores de la station de radio d'État, Nice PTT, mise en service en 1936, transférée à Marseille de 1939 à 1945, tout comme celle de son orchestre et de certaines personnes incontournables comme le chef Charles Boizard ou le violoniste Gilles Greven. Cela ne m'a pas empêché d'être un peu long sur le sujet, mais cette histoire qu'on peut retrouver comparable et différente à la fois, à Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille ou Bordeaux, a nourri la vie et l'œuvre des musiciens voyageurs de ma génération qui, nés en province, ont emporté avec eux le souvenir de la nature et la mémoire des habitants de leur terre. 1. L'Opéra de Nice, façade sud sur le quai des États-Unis face à la mer, photo HCF. Chaque ville, dans la France centralisée de l'après-guerre, a tenté de retrouver ses caractéristiques socio-culturelles des années de paix. La situation avait bien changé, et les préoccupations artistiques étaient loin d'être prioritaires. Pourtant, c'est l'image de la Nice d'autrefois qui, malgré les rationnements, les règlements de compte et les grèves, va vite renaître. Un lieu de dolce vita, mais à la manière d'À propos de Nice de Jean Vigo, d'un tourisme pressé de redevenir international, de laisser-aller ensoleillé, de superficialité élégante, de rendez-vous de la jet-set littéraire et artistique. En ce temps on ne pouvait pas y faire d'études supérieures. Il fallait aller à Aix ou Marseille et pour la musique à Toulon, Marseille ou Lyon. Seule existait une académie des beaux-arts réputée et quelques classes préparatoires dans un des 3 seuls lycées. Après-guerre, la ville avait connu le déclin de beaucoup de grandes villes de province françaises dans les domaines de la culture spectacle, sauf dans celui du cinéma. Un conservatoire municipal existait depuis 1916. Quand j'y suis entré, le directeur, discret et affable, était alors l'organiste Albert Ribollet. Si Adeline Bellet s'était cassé le poignet, Albert Ribollet avait perdu une jambe à la Grande Guerre, ce qui ne l'empêchait pas de tenir l'orgue de la cathédrale Sainte-Réparate. Et parmi les professeurs, on comptait nombre de chefs de pupitre de l'orchestre philharmonique. La vie musicale niçoise, particulièrement riche avant-guerre, repartait difficilement, autour de l'opéra et de son orchestre. L'orchestre de Radio Nice qui s'était replié sur Marseille en 1939 avait réintégré son studio Place Grimaldi, relancé en 1959 par l'arrivée de son nouveau chef, Serge Baudot. Le portrait est tracé. J'ai tenté d'évoquer l'atmosphère qui flottait encore dans la mémoire familiale et collective de l'après-guerre et imprégnait l'air que je respirais. À la rentrée scolaire de septembre 1945, j'avais 7 ans. Place maintenant à mes seuls souvenirs. 2. Lauréat ES du Conservatoire de Nice en 1926. Au 2e rang, première à droite, ma tante Blanche Fantapié, premier prix à l'unanimité de piano. Photo l'éclaireur du dimanche du 11 juillet 1926. 2. Des années 45 aux années 65, fin d'une époque. Maître et professeur à Nice. Avais-je une prédisposition à entreprendre des études musicales ? Peut-être. Ce n'était pas au lycée que l'heure hebdomadaire de musique illustrée par l'écoute de la nuit sur le Mont Chauve et le son du guide Chant Casriel, vaillamment pompé par le coude de monsieur Jean André, qui pouvait ainsi poser ses 2 mains sur le clavier, allait me donner le goût de la musique. Ma tante Blanche avait eu son prix de piano en 1926, puis avait brièvement enseigné au conservatoire avant d'entrer à Radio Nice. Elle avait ensuite formé un duo avec sa camarade, la violoniste Gabrielle Rossi, bientôt de Vries, 1915 à 2001, futur violon solo de l'Orchestre Philharmonique de la Radio à Paris après la guerre. Le début des hostilités mit fin à la carrière publique de ma tante, quand elle refusa de suivre l'orchestre de la radio replié sur Marseille. Elle se consacra alors à l'enseignement mais trop indépendante, ne revint pas au conservatoire. J'avais aussi un grand-oncle, violoniste à la vie aventureuse, compositeur de chansonnettes, musicien de cinéma, chef de l'orchestre du Cours-Salle à Paris qui ne m'influença que quand il s'agit de choisir un instrument. Il était naturel que l'étude de la clarinette qu'il me présenta, suivant le traité de Berlioz, comme la grande amoureuse de l'orchestre, passa par l'inscription au conservatoire à la Villa Paradiso, dans la montée de Cimier.
Dans ma classe au lycée, je restais alors longtemps seule à le fréquenter, tardivement rejoint par un camarade, adepte du basson, de Wagner et de la musique d'Anton Webern. Au lycée, j'étais catalogué comme le musicien d'une classe qui vit passer de futurs peintres comme Robert Malaval ou écrivains comme J.M.G. Leclésio. On faisait alors souvent appel à mes incompétences, notamment M. Wölfel, notre professeur de philo. Grand cinéphile, il m'entraînait au ciné-club de la ville, le bien nommé Jean Vigo, ou au cours des discussions qui suivaient le visionnage du film du soir, j'étais à chaque fois interrogé sur ce que je pensais du rôle et de la qualité de la musique. Cela pouvait aller de la musique de Prokofiev dans Ivan le Terrible jusqu'au solo de Harpo Marx, des films de René Clair à ceux de Jean Renoir, René Clément, Vajda, ou à la musique d'Auric et Eisler dans Les Sorcières de Salem. Pour faire bon poids, je fus bombardé responsable du ciné-club du lycée, lui-même placé sous l'égide de Maurice Jaubert. C'est dans ce cadre que chaque année nous réalisions un court-métrage dont j'étais le caméraman, et pour accompagner une vague histoire de clochards perdus dans les corsos carnavalesques, et dans la neige qui tomba en abondance cet hiver 1956, je l'accompagnais d'une musique dramatique. Le final de la première symphonie de Mahler. Grâce à M. Wölfel, cette année fut la 14e. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.